Lorsque les gens sont méchants et cruels envers les autres en ligne, leurs gestes et paroles peuvent avoir un réel impact. Mais quand tu es témoin d'un tel incident, tu peux aussi avoir un impact. C'est à toi de décider si tu veux améliorer ou aggraver la situation. Ce n'est pas parce qu'une chose se passe en ligne qu'elle ne blesse personne, mais lorsque quelque chose se produit en ligne et nous contrarie, il peut être plus difficile de savoir quoi faire. Commençons par un exercice rapide. Prends une feuille de papier et écris trois choses que les gens ont faites et qui t'ont rendu heureux récemment et trois qui t'ont mis en colère, que ce soit en ligne ou encore hors ligne. Nous attendrons que tout le monde ait terminé. Maintenant, repense à ces moments et essaie de te souvenir ce que tu as ressenti. Pendant combien de temps es-tu resté en colère ou heureux? Qu'est-ce que ce sentiment t'a fait faire? Qu'est-ce que ce sentiment t'a donné envie de faire? La joie et la colère sont des exemples d'émotions fortes qui peuvent être difficiles à contrôler et qui peuvent nous faire faire des choses que nous ne ferions pas normalement. Quelles sont les autres émotions fortes? Prenons le temps d'en nommer quelques-unes. À quelle émotion avez-vous pensé? La peur, l'excitation, la frustration et la jalousie sont des émotions fortes très fréquentes. Savons-nous toujours à quel moment nous ressentons ces émotions fortes? À quel moment les ressentons-nous sans nous en rendre compte? Prenons le temps d'y réfléchir. Qu'en penses-tu? Voici un exemple. Lorsque nous avons peur, le sentiment de peur ne disparaît pas, même si la chose dont nous avons peur disparaît, ou que nous découvrons qu'elle n'était pas vraiment effrayante au départ. Que ressentons-nous lorsque nous sommes heureux ou excités? De quelle manière notre corps montre-t-il que nous ressentons une émotion forte? Prenons un instant pour en parler. À quels exemples peux-tu penser? Voici quelques-uns des indices les plus courants indiquant que tu ressens une émotion forte. Ton cœur bat plus vite, tes muscles sont tendus, tu as des frissons, tu retiens ton souffle sans t'en rendre compte. Il est difficile de penser clairement lorsque nous ressentons une émotion forte. Les émotions fortes nous empêchent de nous calmer. Lorsque quelque chose déclenche une émotion forte, nous voulons généralement agir immédiatement. Nous prenons souvent les choses de manière beaucoup plus personnelle lorsque nous ressentons des émotions fortes, et nous pouvons réagir plus fortement aux situations, faisant ainsi en sorte que nous ressentons des émotions encore plus fortes. Que se passe-t-il lorsque nous ne réalisons pas que nous ressentons une émotion forte? Nous pouvons faire certaines choses sans y penser, réagir différemment à certaines choses ou provoquer chez quelqu'un une réaction qu'il n'aurait pas eue autrement. Que signifie le mot empathie? Prenons un instant pour en parler. Il existe en fait deux types d'empathie. L'empathie affective consiste à ressentir ce que les autres ressentent, comme lorsque tu es triste parce qu'il arrive quelque chose de grave à un ami. L'empathie cognitive consiste à reconnaître ce que les autres ressentent. Par exemple, lorsque tu es capable de dire que ton ami est en colère, même si elle ne dit rien. Quels sont les indices qui nous permettent de savoir ce que ressent une personne? Par exemple, pense à une fois où tu as su qu'un ami était en colère pour quelque chose. Comment l'as-tu su? Prenons le temps d'y réfléchir. Voici quelques exemples de ce que nous appelons des indices d'empathie. Des choses qui nous donnent un indice sur ce que les autres ressentent. L'expression sur leur visage, le ton de leur voix, leur langage corporel. Ils semblent tendus ou détendus et ils semblent préoccupés par quelque chose. Réfléchissons à la communication avec les gens en ligne, comme sur les réseaux sociaux et hors ligne. En quoi ces communications sont-elles différentes? Prenons un moment pour en parler. La plus grande différence lorsque nous parlons à quelqu'un hors ligne, c'est que nous pouvons voir cette personne, voir l'expression sur son visage et son langage corporel. Et tu peux entendre le ton de sa voix, un indice important de ce qu'il ressent. Bien entendu, l'autre personne peut également vous voir et vous entendre. En général, lorsque tu parles à quelqu'un hors ligne, seules les personnes qui sont réellement présentes peuvent entendre ce que tu dis. Et tu peux savoir comment les gens réagissent à ce que tu dis. Mais lorsque tu es en ligne, tu ne peux généralement pas voir les gens lorsque tu communiques avec eux, à moins de leur parler en vidéo. Tu ne peux pas entendre le ton de leur voix. De plus, ils ne peuvent ni te voir ni t'entendre. Aussi, tout ce que tu dis est conservé en permanence et peut être partagé, diffusé et vu par d'autres personnes. Et bien sûr, tu ne peux pas voir comment les gens réagissent à ce que tu dis. Si tu blesses quelqu'un par accident, tu ne t'en rendras pas compte tout de suite. La façon dont tu réagis lorsque tu vois quelqu'un être la cible d'un comportement méchant ou cruel est tout aussi importante en ligne que hors ligne.
Tu peux faire une grande différence à la fois sur la façon dont la victime se sent et sur le fait que des choses comme les insultes, le partage de photos personnelles ou embarrassantes et les commentaires racistes ou sexistes sont considérés comme normaux dans tes espaces virtuels. Regardons une courte vidéo qui montre un exemple assez typique d'une personne qui se montre méchante envers quelqu'un d'autre en ligne. Cette situation montre qu'il n'y a pas toujours de frontière claire entre le harcèlement en ligne et hors ligne. Khalil a vécu une situation embarrassante en classe, mais le fait qu'Aaron partage la photo n'a fait qu'empirer les choses. Imagine que tu es l'une des personnes qui ont vu la photo d'Aaron. Comment te sentirais-tu dans cette situation? Que pourrais-tu faire pour résoudre cette situation? Qui serait affecté par tes actions? Prenons quelques minutes pour en parler. Parfois, comme dans ce cas, un incident de cyberintimidation peut sembler assez clair, mais avant d'agir, il est important de nous demander si nous connaissons toute l'histoire. Ce qui ressemble à de l'intimidation peut être de la riposte d'une personne contre un intimidateur, et ce qui ressemble à une simple blague peut vraiment blesser quelqu'un. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut rien faire, mais plutôt qu'il faut réfléchir à la meilleure façon d'aider. Tu dois aussi te poser une autre question. Est-ce que j'aide ou est-ce que j'aide seulement mes amis? Nous voulons tous aider nos amis et nous comptons sur eux pour nous aider. Mais avant de prendre le parti d'un ami, demande-toi si tu ferais la même chose s'il n'était pas ton ami. Si tu décides de ne pas aider quelqu'un, demande-toi si tu ferais la même chose s'il s'agissait d'un ami. Demande-toi si tu ne cherches pas des excuses à ce qui se passe. Parfois, nous trouvons des raisons pour ne pas faire quelque chose que nous savons être juste. Souvent, ces raisons sont fondées sur les valeurs du groupe auquel nous appartenons. Demande-toi si tu fais l'une des choses suivantes. Minimiser ce qui s'est passé en disant des choses comme c'est juste une blague. Nier le fait qui s'est passé à blesser une personne. Ce n'est pas parce qu'une chose ne te blesse pas qu'elle ne blesse pas quelqu'un d'autre. Blâmer la victime en disant qu'elle fait quelque chose pour le mériter. Et fuir ta propre responsabilité en disant que c'est le problème d'un autre. Quoi qu'on dirait, personne d'autre ne fait rien à ce sujet. Pour aider une personne victime d'intimidation, nous pouvons faire plusieurs choses, mais certaines fonctionnent mieux que d'autres à différents moments, et certaines d'entre elles peuvent parfois aggraver la situation. La moitié des enfants canadiens ont choisi de ne rien faire contre la cyberintimidation parce qu'ils pensaient aggraver la situation de la victime, et les deux tiers ont choisi de ne rien faire parce qu'ils pensaient que leur intervention ferait d'eux une cible. Assure-toi de ne pas faire l'une des choses qui, selon les enfants, aggravent généralement la situation, soit confronter l'une des personnes impliquées dans un espace public où d'autres personnes peuvent voir ce que tu dis ou que tu publies. Partager ce qui se passe avec d'autres personnes en envoyant un commentaire, en l'encourageant, etc. Rire de ce qui se passe, ou encore ne rien faire. Ne rien faire lorsque nous sommes témoins d'intimidation peut donner à la victime l'impression que personne ne se soucie d'elle, ce qui peut être aussi grave que de se ranger du côté de l'intimidateur. Pour cette raison, nous devons bien réfléchir et en savoir le plus possible sur la situation avant d'intervenir. Réfléchis bien avant de faire l'une de ces choses qui, selon les enfants, améliorent parfois la situation, mais qui peuvent faire de toi une cible. Tenter une médiation entre deux personnes qui sont en conflit en ligne. Confronter quelqu'un en privé pour lui dire que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Documenter ce qui se passe en faisant une capture d'écran afin d'aider la victime à signaler l'incident plus tard si elle le souhaite. Voici une liste de choses que tu peux faire et qui, selon les enfants qui ont été victimes d'intimidation, améliorent généralement la situation et ne font pas de toi une cible. Demandez l'aide d'un adulte de confiance, comme un parent, un enseignant ou un conseiller. Parler à la victime de l'incident pour savoir comment elle aimerait que tu l'aides. Publier quelque chose de gentil sur la victime pour montrer que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Et, la meilleure stratégie dans notre recherche, dire à la victime en privé que tu penses que ce qui lui arrive est mal. Il y a beaucoup de choses à retenir. Pour t'aider, Habilomédia a créé un outil
qui s'appelle Impact, qui t'aide à déterminer ce que tu dois faire lorsque tu es témoin de cyberintimidation et qui te donne des conseils sur la façon de le faire. Tu peux l'utiliser lorsque tu es réellement témoin de cyberintimidation, mais aussi pour t'exercer et anticiper tes situations. Impact te pose des questions sur ce qui se passe. Chaque question se fonde sur ce qui préoccupe les jeunes dans notre étude. Tes réponses détermineront la meilleure et la plus sûre façon d'agir. Lorsque Aaron a partagé cette photo embarrassante de Khalil, par exemple, il était facile de déterminer qui était en faute, mais ce ne sera pas toujours le cas. Une réponse affirmative, soit le oui à la première question, nous amène à celle-ci. Penses-tu qu'Aaron voulait blesser Khalil ou qu'il plaisantait? C'est difficile à dire, d'après ce que nous avons vu dans la vidéo, mais supposons qu'il n'essayait pas d'être méchant et qu'il a simplement pensé que c'était drôle. Ce n'est pas parce que c'était une blague que la blague ne fait pas mal, et ce n'est pas parce qu'une personne ne semble pas contrariée que la blague ne lui a pas fait mal non plus. De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi une personne peut vouloir que les autres sachent que quelque chose l'a blessé ou non. Nos questions sur la façon de réagir à ce qui est arrivé à Khalil nous amènent ici. Comment dire à quelqu'un en privé que tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est passé? Il y a même quelques exemples de phrases que tu peux utiliser si tu ne trouves pas les mots. N'oublie pas qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour aider. Regardons maintenant une autre vidéo qui présente une situation un peu plus compliquée. Maintenant que vous avez vu la vidéo, prenez quelques minutes pour visiter le site web d'Impact et utilisez l'outil pour décider ce que vous devez faire. Dans certains cas, vous devrez peut-être deviner ou décider simplement comment répondre, mais ce n'est pas grave. Dans la vie, nous ne connaissons pas toujours toute l'histoire. Faisons une pause de quelques minutes pendant que vous jouez le scénario, puis partagez ensuite ce que vous pensez être la meilleure chose à faire. Impact te pose des questions sur ce qui se passe. Chaque question se fonde sur ce qui préoccupe les jeunes dans notre étude. Tes réponses détermineront la meilleure et la plus sûre façon de réagir. Lorsqu'Aaron a partagé cette photo embarrassante de Khalil, par exemple, il était facile de déterminer qui était en faute, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il est clair qu'on a eu tort de se moquer de José, mais qu'en est-il d'Amélie? Avait-elle le droit de partager une photo d'elle même si José en était embarrassé? Quels droits sont les plus importants? Y a-t-il un moyen de trouver un compromis? Prenons un moment pour en parler. Il s'agit ici d'un exemple de dilemme moral où il n'y a pas de bonne réponse claire. Amélie a le droit de partager la photo, mais la plupart des gens s'entendent pour dire qu'elle doit aussi respecter les souhaits de José, surtout après que cette dernière lui ait demandé de retirer la photo. Pour éviter une telle situation, Amélie aurait dû demander la permission à José avant de publier la photo. En fait, la plupart des enfants canadiens s'entendent à ce que leurs amis leur demandent leur avis avant de publier une photo sur laquelle ils figurent, même si celle-ci n'a rien d'embarrassant. Si elle l'avait fait, elle aurait pu trouver un compromis, comme recadrer José avant de publier la photo, ou trouver une autre photo du même événement où l'appareil dentaire de José n'était pas visible. Examinons maintenant une autre vidéo présentant un dilemme moral plus important. Il peut être très tentant de vouloir se venger de quelqu'un pour quelque chose qu'il t'a fait ou a fait à un de tes amis. En fait, ce sont les deuxième et troisième raisons les plus fréquemment invoquées par les jeunes Canadiens pour justifier leurs actes méchants et cruels en ligne. La première raison étant, c'est juste une blague, ce qui fait presque toujours empirer les choses et leur donne une raison de se plaindre de toi. Voici quelques conseils pour éviter qu'un conflit ou un malentendu ne se transforme en véritable drame. Ne réagis pas tout de suite.
Lorsque quelque chose te contrarie, prends le temps de laisser s'estomper le premier élan de colère ou de peur. Si tu le peux, discute-en en personne plutôt qu'en ligne. N'oublie pas que les autres ne peuvent pas non plus savoir ce que tu ressens en ligne et qu'il est donc facile de faire exploser la situation. Parle à tes amis et à ta famille de ce que tu ressens. Les enfants disent toujours que le fait d'être écouté est l'un des moyens les plus efficaces de gérer un conflit en ligne. Ne demande pas à tes amis de te soutenir. Recevoir le même message encore et encore, même s'il s'agit d'un message de tes amis qui prennent ton parti dans un conflit, peuvent intensifier les sentiments de colère. Le conflit peut également s'étendre et se transformer en quelque chose de beaucoup plus important. Surveille tes propres sentiments. Il est difficile de prendre les bonnes décisions lorsque nous sommes en colère, effrayés ou gênés. Si ton cœur s'emballe ou que tu te sens tendu, il est temps de te déconnecter pendant un moment. Il est important de ne pas aggraver la situation lorsque tu réagis à la cyberintimidation, mais n'oublie pas que tu peux toujours faire quelque chose pour aider. Les personnes qui ont été victimes de cyberintimidation disent que l'un des pires aspects de cette situation est le sentiment que personne ne se soucie d'elles ou ne les soutient. En tendant la main, tu peux avoir un impact.